Alors aujourd'hui, c'est pas une interview comme les autres. Avec Vanessa, mon invitée, nous nous connaissons depuis quelques années. Nous avons déjà partagé des conversations profondes autour du handicap, de la résilience, du plaisir, de la vie qui s'invente parfois autrement. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un autre espace, un espace de transition, toutes les deux. Pas tout à fait celui de la vie d'avant, pas encore tout à fait celui de la vie d'après. En effet, Vanessa vient de perdre son papa, celui-là même dont elle nous parlait dans notre interview déjà très émouvante du Sweet Papy Podcast dans la saison 4, l'épisode du 15 novembre 2024, il n'y a pas si longtemps. Et où Vanessa, née avec la maladie des os de verre, l'ostogénèse imparfaite, nous partageait comment son parcours familial l'a forgée sans la limiter. Eh bien, quand un père s'en va, on est certaines toutes les deux que quelque chose a basculé. Pas seulement dans le cœur, mais dans la façon d'habiter le monde, notre monde. Ici, dans Sweet Papy Confidence, nous ne cherchons pas ni à expliquer la mort, ni à comprendre le deuil. Nous allons rentrer simplement toutes les deux dans une posture à la fois d'écoute, de présence, et accepter que tout ne soit pas forcément clair aujourd'hui, que les mots arrivent parfois beaucoup ou pas du tout. Et cette conversation, j'espère, est une invitation pour l'ensemble des auditeurs et des auditrices à écouter ce qui tremble encore, à laisser une place à ce qui continue de vivre autrement. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Vanessa, merci d'être là. Dans cet entre-deux que nous vivons toutes les deux en même temps, tu répondras depuis l'endroit qui te semble le plus juste pour toi aujourd'hui. Allez, je vais commencer assez simplement, mais directement. Y a-t-il quelque chose que ton père t'a transmis dans les derniers temps? Pas forcément par des mots, par une présence, un regard, un geste. Waouh! J'étais en train de me dire en t'écoutant, Anne, est-ce que ça le fait si je commence en pleurant? J'ai dû, en t'écoutant ta magnifique introduction, j'ai dû ravaler mon émotion. Bah déjà, merci, c'est juste magnifique ce que tu viens de dire et l'espace que tu m'offres. Donc merci pour ça. Je suis contente de te retrouver pour toi et un petit peu moins par rapport aux circonstances. Et quand tu me demandes de parler de ce que mon père m'a légué, alors comme ça, spontanément, je dirais, mon papa, c'était quelqu'un de très sociable. Sociable au point d'aller sonner chez les gens le week-end, samedi comme dimanche, pour leur dire bonjour. Ça, c'était vraiment son truc. Ouais, je vais dire bonjour aux voisins. Il allait sonner. Puis souvent, ça finissait très souvent en apéro ou comme ça, en invitation. Et même le dimanche, et ça, je sais que c'est des moments où ma maman, des fois, elle laisse les gens tranquilles. Ce côté très sociable, ça s'est revu dans la cérémonie. Il y avait énormément de gens présents. Aussi au niveau des cartes de condoléances qu'on a reçues. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. Je n'ai pas ce côté à aller chez les gens. Et je me dis que c'est quelque chose que j'aimerais incarner maintenant qu'il est plus là, quelque chose que j'aimerais hériter. C'est pas naturel encore, mais je trouve que ce sera un bel hommage que je pourrais y rendre parce que, en fait, on fait de mal à personne en allant chez les gens qu'on apprécie, qu'on aime pour passer des moments humains. Et donc, c'est quelque chose que je mets gentiment en place. Alors, je vais pas sonner chez les gens le dimanche, voilà. Mais je prends plus le temps d'écrire pour savoir comment ça va, etc., d'entretenir ces liens-là. Ensuite, on m'a toujours dit ouais, t'es le portrait craché de ton père, autant au niveau physique qu'au niveau du caractère. Mais c'est pas quelque chose, je crois, qui porte préjudice ni à moi-même, ni aux personnes dans mon entourage. Comme ça, je dirais que c'est ça qui m'a laissé. Est-ce qu'il y a un geste, un regard au dernier moment qui t'est apparu lors de la cérémonie, où tu m'avais parlé même de la cérémonie de l'après? Quelque chose qui t'a marqué, qui te marquera longtemps? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a préparé la cérémonie avec ma sœur et ma mère, la playlist, et il y avait cette chanson de 7 différents morceaux de Johnny Hallyday et un de Renaud. Et personne qui a préparé la cérémonie, elle nous a fait le texte avec les différents morceaux qui étaient inclus dans le texte.
Et puis, je me rappelle que le jour même, ma mère, elle m'a dit non pour le moment des hommages, tu sais, où les gens ils passent devant. Je sais pas si en termes spécial. Elle nous a dit, moi, je veux que ça soit Vivre pour le meilleur de Johnny et l'envie. C'est fou, hein, comme une chanson ou un air peut nous rappeler. Moi, je sais que quand j'ai préparé la cérémonie de Sweet Papy, j'avais créé sur un ordinateur avec sa défilé, avec des photos de lui depuis qu'il était jeune et jusqu'avant son départ, hein, encore à l'EHPAD. Et j'ai mis tout le long une certaine musique. Je ne peux pas entendre cette musique. Je peux regarder le film, mais je ne peux pas entendre cette musique, même ailleurs, dans la voiture ou partout, sans fondre en larmes. C'est tellement ce moment-là. En fait, les paroles de l'envie et de Vivre pour le meilleur de Johnny, déjà, il faut savoir que Johnny Hallyday, il est mort d'un cancer des poumons comme mon père. Tu vois? Après, voilà, on cherche à donner du sens à ce genre dans ce genre de moments, mais je trouve que c'est aussi très joli et que c'est très juste. Et c'est comme si, en fait, les mots MOTS qui sont chantés dans ces morceaux-là, c'était les mots que mon père avait pas pu exprimer. Et je pense que c'est ça qui fait que ça rend le moment intense. C'est comme si mon père, à travers les chansons de Johnny, nous disait tout ce qui se dit de ces magnifiques morceaux, quoi. Et ces morceaux-là, il les avait écoutés? Il les écoutait régulièrement? Oui, il adorait, vraiment, il était fan de Johnny Hallyday, il aimait beaucoup. Parce que l'envie, par exemple, tu le mettais à fond dans la maison. C'était, l'envie d'avoir envie, oui, bien sûr. Ouais. Bon, merci en tout cas pour ce partage. Ok. Alors toi qui as appris très tôt à vivre avec la fragilité du corps, ta fragilité, comment ton corps à toi a-t-il traversé l'accompagnement de ton père en fin de vie? Est-ce que tu as eu un vécu corporel en même temps que l'épreuve de la fin de vie et du deuil? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton corps en fait? Je dirais pas spécialement. Il y a peut-être juste un moment, je sais pas si j'en avais parlé à notre premier rendez-vous, mais je le redis parce que c'est un moment qui est hyper important. En tout cas, que les auditeurs, je pense, c'est important qu'ils en prennent conscience de ça. C'est qu'il y a un moment où mon père, quand il était malade, il arrivait à une période où, en fait, il s'en voulait, il pensait qu'il n'avait pas été un bon père avec ma sœur et moi-même. Puis il s'excusait constamment de ça, alors que je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, il y a des choses tellement pires qui sont vécues dans d'autres familles. Enfin, t'as été un père extraordinaire et je me rappelle de ce moment où il était en train de pleurer à table, on était que les deux. Et en fait, il s'excusait et j'ai senti comme un élan d'aller vers lui. Et ma pudeur ou mon ego, ou un mélange des deux, m'aurait dit à un moment donné, c'est bon, laisse-le vivre sa tristesse, il n'y a pas besoin. Mais finalement, je me suis dit, je vais pas écouter ça, je vais écouter mon élan. Donc je suis allée et je l'ai pris dans mes bras. Et je dirais que c'est vraiment cette sensibilité d'écouter ces élans-là qui viennent finalement, je dirais, je sais pas, comme si c'était le corps en fait qui était poussé, qui avait une micro-pulsion et d'écouter cet élan pour simplement faire, voilà, lui prendre un moment avec lui, le prendre dans mes bras pour le réconforter. Et je dirais que c'est cette sensibilité-là et cette écoute et le respect de cette écoute de mon corps, je dirais, à ce niveau-là. Est-ce que le fait que tu aies été formée à la PNL, par exemple, t'a aidé dans ce cheminement aussi à ce moment-là? Je pense que c'est une question intéressante. Je pense que On met aux émotions et... d'être plus à l'écoute, justement des émotions, de les reconnaître, de les vivre aussi. L'importance de les vivre et de ne pas les rejeter. Ça t'a aidé à traverser cet accompagnement aussi que tu as fait avec lui? Uniquement sur la partie de l'accompagnement ou est-ce que c'est encore aujourd'hui au moment du deuil? C'est aussi encore au moment du deuil. De toute façon, je suis quelqu'un de naturellement intuitive et sensible, mais je pense que comme tu dis, la formation à la PNL, ça m'a encore rendue plus consciente de ça. D'accord. Et je sais que tu es formée aussi à l'hypnose. Est-ce que tu as pu pratiquer l'hypnose dans ces moments-là ou c'était impossible parce que ça a bloqué complètement? Alors, je sais que quand mon père était malade, il m'avait demandé justement de lui faire une séance d'hypnose que j'avais faite. On en avait fait plusieurs d'ailleurs. Mais après, j'ai pas forcément utilisé de l'auto-hypnose pour moi-même par rapport à ça. Pourquoi? Parce que tu n'y as pas pensé ou parce que c'était trop difficile dans ces moments-là et Non, c'était pas nécessaire. tu préférais vivre ça complètement? Ouais, je préférais vivre ça de manière brute, on va dire. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas laisser forcément la place à autre chose, mais le vivre pleinement. Ouais. Quitte à se le prendre en plein cœur et en plein corps. Exactement. C'est ça que je veux dire. Et moi, j'ai pensé, quand j'ai appris la nouvelle et que tu m'as envoyé un petit mot en me disant effectivement que tu avais aussi perdu ton Sweet Papy, j'ai pensé encore plus à toi de par ta fragilité, entre guillemets, et ta maladie des os de verre, en me disant j'espère que tu vas pas en souffrir plus, que ça va pas transformer quelque chose inconsciemment dans ton corps.
tu vois? Inconsciemment, par exemple, que je me casse un os ou quelque chose comme ça, tu Oui, tout à fait, oui, ouais, oui, quelque ouais, chose, je vois tout de à fait ce que tu veux dire. psychosomatique, du coup, C'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que ces derniers temps, je suis beaucoup plus vigilante par rapport à ça parce que je sais que je connais comment la maladie fonctionne avec moi, et je sais que je suis obligée de m'écouter, mais dans les moindres faits et gestes et tout ça, c'est en dialogue intérieur, c'est une vigilance, intérieure et justement, j'ai peut-être eu plus cette vigilance-là à respecter mes moments de repos, à respecter, à écouter, mais dans les moindres détails, ce que mon corps me disait, mon âme ou mon esprit. et s'occuper d'un proche en fin de vie, c'est donner tellement d'énergie que moi je trouve presque plus que le deuil, parce que le deuil, tu te retrouves seul, c'est difficile. Mais là, tu as déjà le deuil au moment de la fin de vie, et en plus, il faut que toi, tu tiennes le coup et que l'autre tienne le coup en même temps. Donc, tu es obligé de donner encore plus de force, et on sait que du coup, il y a un impact sur le corps qui peut Alors être très important. cet impact sur le corps, c'est ma mère qui l'a eu. Bah, voilà, ils vivaient ensemble, tu vois? Il était à la maison jusqu'au bout. Plus de 2 semaines de ça, elle s'est bloqué le dos, mais elle pouvait plus marcher, en ramassant un Lego par terre et elle est allée voir sa chiro et tout et c'est ses amis qui lui ont dit: «Mais tu sais pourquoi, tu t'es bloqué le dos?» Elle dit: «Oui, je sais, parce j'en ai plein le dos» et ça sort Eh maintenant, oui. seulement maintenant. Bah oui, il fallait relâcher Voilà, toutes les tensions tensions. après. Si les auditeurs ou les auditrices nous écoutent et qui ils vont, j'espère, aller réécouter l'épisode qu'on a fait ensemble, ils sauront que cette partie de gestion de ta maman comme de vous, des 2 sœurs, elle remonte à quelques années. Depuis le départ de ton père, qu'est-ce qui, en toi, a changé silencieusement? Peut-être des mots qui te viennent? Moi, je dirais par exemple que j'ai l'impression d'avoir grandi. Bah, tant mieux pour toi, parce que moi j'aimerais bien avec mes 1,22 m, j'aimerais bien avoir grandi, mais bon. Ah oui, mais moi j'ai Oui, grandi dans ma tête. Tu bien vois, sûr. c'est pas en taille, mais j'ai grandi dans ma tête. J'ai évolué, ça m'a fait comme un flash. Moi, je dirais le mot, c'est la structure familiale, en fait. Ça a été mon grand défi et je m'attendais pas du tout à ça. J'ai mes 2 parents et ma sœur plus grande et moi. Avec mon père, on avait une relation très particulière parce que je suis née le même jour que lui. Je suis née à l'âge de ses 30 ans. Donc on a la même date d'anniversaire. C'est un truc très particulier aussi. Mais c'était très Ouais, spécial. il y avait une osmose, hein, quand même. Oui, voilà. En fait, quand j'étais enfant, il prenait souvent, très souvent, ma défense, même quand je faisais des conneries, tu vois? Et c'était un peu mon allié. Et donc, quand il est parti, je pensais pas vivre ça. Je me suis dit: «Mais en fait, qui va me défendre?» Tu vois, j'ai 35 ans. En fait, tout ça s'est remonté à la surface. Et je me suis dit: «Mais en fait, je me retrouve» en fait, j'ai eu ce moment où je me suis vue m'exclure volontairement du clan, donc de ma sœur et de ma mère. Il est plus là pour me protéger, plus là pour prendre ma défense et il y a vraiment eu ce besoin de voir la structure familiale sans lui. Ça a été mon grand défi et donc c'est au moment du recueillement que j'ai pu, traverser, comprendre, travailler ça. Et tu t'es exprimée avec ta mère et ta sœur sur ça? Non, au début, je l'ai vécu intérieurement au moment du recueillement où je suis allée où bah, j'ai dialogué avec lui, à son devant son ouais, Mmh. devant lui, quoi et justement, je dis: «Mais comment je vais faire son tas? Comment je vais faire?» Puis au fur et à mesure que j'ai eu besoin que les jours passent, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, mais j'ai compris finalement que ça allait se passer, sereinement, si je lâchais prise là-dessus. Qui va te protéger aujourd'hui? Ben, moi. Voilà. Moi et puis, en fait, j'aurais pu, si je m'étais pas écoutée, j'aurais pu me dire: «Ben, je vais être en confrontation avec ma sœur et en confrontation avec ma mère». C'est con, hein et je sais très certainement qu'elles, de leur côté, elles sont à 3000 lieues de ça. En fait, oui, bah, peut-être que je rejoins cette maturité. Si tu pouvais lui parler encore une fois, non pas pour lui dire, adieu, mais pour lui dire: «Voilà ce que je garde de toi», qu'aurais-tu envie de lui confier? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que j'aurais envie de lui confier? Qu'est-ce que je garde de lui? Bah, en fait, il faut savoir que mon papa, c'était quelqu'un, c'était un bon gaillard, enfin, très jovial, toujours à rigoler, enfin rigoler presque un peu trop parce il allait pas dans ses émotions. Bah, tu vois, le cancer des poumons, c'est quand même, comment dire? Pas le centre de la joie, mais de la Ouais. tristesse aussi, tu vois? C'est Mmh les mh. 2 émotions antagonistes. Il allait jamais dans ses émotions. Est-ce que je pourrais lui dire encore? Les derniers mots que j'aimerais lui dire, maintenant qu'il est plus là, Oui. tu dirais? Bah, c'est-à-dire que, comme on disait précédemment, on a l'impression on a sauté une sorte de frontière. On est comme si on était passé dans un autre, pays, et puis comme si on se retournait en disant: «Ah mince, j'ai oublié, ce vêtement-là dans mon sac», ou tu vois? «J'ai oublié de lui passer ça», ou
ou mince, j'aurais aimé lui dire ça avant qu'il parte ou avant qu'il entende plus, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, il n'était pas croyant. Croyant dans le sens, il craignait la mort, tu vois. Il croyait pas au monde d'après, etc. Moi, oui. Voilà, je suis un peu perchée. J'ai un côté bien, bien perchos. Et ce que j'aimerais lui dire, c'est lui dire, ah bah tu vois, tu vois ce que ça fait maintenant de se retrouver de l'autre côté. Je lui dirais ça, voilà. Ouais. De Voilà. pouvoir communiquer, lui dire alors, tu t'es planté? Alors, T'as vu? Et quand tu dis que tu y crois, toi, hein, tu crois à quoi? moi, je crois à un après. Je crois que oui, on se désincarne, on n'est plus dans ce corps, mais que notre conscience, elle va ailleurs. Tout en pouvant aller visiter ceux qui sont encore ici par des rêves, par des signes, des choses comme ça. Voilà. J'ai vu une conférence il y a pas très longtemps où la dame en question qui était médecin soins palliatifs pendant plus de 30 ans parlait beaucoup des petits êtres qui étaient autour de nous finalement, et qu'en fin de vie on pouvait voir et qu'on pouvait récupérer un petit peu après, justement, entre ceux qui n'y pensent pas du tout, parler justement de ça en disant non, on est rempli de petits êtres imaginaires, et ça m'a bien amusé parce que j'ai trouvé ça joli de penser qu'il venait déjà nous chercher. Et quand j'ai étudié effectivement la fin de vie, beaucoup parlent de ça et de ce moment où les êtres qui ont déjà disparu viennent nous chercher au moment du départ, du passage. Exactement. Et par rapport à ce passage, ma mère, elle a travaillé dans un EHPAD pendant des années. Elle a été témoin de plusieurs justement faits identiques à ça. Elle m'avait raconté qu'il y avait une dame justement qui était en fin de vie, et elle a dit « Ah, ils sont là !» Et ils étaient tout autour de son lit, alors que ma mère, il n'y avait personne. Voilà, ils se préparent à partir. Aujourd'hui, avec ton regard de femme d'aidante et de créatrice d'une méthode dont on va parler qui s'appelle Solide, est-ce que la fin de vie de ton père t'a appris quelque chose sur ta solidité intérieure avec ta méthode en même temps? Est-ce que ça t'a permis de renforcer ta méthode solide dont tu vas nous parler? Oui, ça vient confirmer en fait ce que j'ai initialement commencé avec la méthode solide. La méthode, c'est presque un parcours aussi, parce qu'il y a 5 étapes pour arriver justement à l'expérience de la foi qui est celle que je partage le plus, je dirais, sur mon podcast et dans ma newsletter. Mais c'est quoi la méthode solide déjà? Justement, c'est inspiré de... je parle de la base de la maladie des os de verre, justement, avec la fragilité des os. Mais que pour moi, justement, la solidité, elle n'est pas dans le corps, elle n'est pas à travers les os, elle est dans un état d'esprit. Et c'est ça que je partage dans le parcours solide, c'est qu'on passe par plusieurs phases pour atteindre cette solidité intérieure. Et quand tu as atteint cette solidité intérieure, tu ne peux plus retomber dans la fragilité. Tu vas traverser des choses, des épreuves, mais tu as cette verticalité, cette solidité qui fait que tu deviens inébranlable dans les expériences que tu vas traverser. Ça demande aussi une certaine discipline, routine et conscience constante pour garder cette solidité. Moi, ce que je dis avec mon père, donc on est signe poisson, signe astrologique poisson. Puis tu vois, les poissons, c'est vraiment deux êtres qui se complètent. Mon père, donc, il a eu peur de la maladie et il s'est laissé emporter par la maladie. Après, je veux pas juger, c'est son parcours, c'est personnel. Et moi, je te parle vraiment d'un point de vue d'observatrice et par rapport à mes croyances. Et c'est aussi ça, la méthode solide, c'est on fait l'expérience de ce à quoi on croit. Donc, si tu crois que la maladie va te tuer, tout va se mettre en place pour que ça se passe de cette manière-là. Si tu crois que tu vas t'en sortir, tout va se mettre en place pour que tu t'en sortes. C'est ça, en fait, la méthode solide. Et c'est comment on se porte, comment on se positionne face à la maladie, quelle soit génétique comme la mienne ou qu'elle soit autre. Et est-ce que cette méthode solide, elle a été mise en place aussi avec ton père? Est-ce que tu as tenté avec lui des expériences, on va dire, de modification de son état d'esprit ou face à la maladie? Avec l'hypnose, bien sûr, lui mettre des nouvelles croyances. Après, avec l'hypnose, ça prend pas. C'est vraiment ça l'idée de la parole hypnotique. Mais toujours, tu peux pas changer les personnes. Donc, c'est à la personne de faire le travail. C'est à la personne de faire germer ces nouvelles croyances et de les incarner et de les vivre et d'en faire l'expérience. Mais je suis en train de me former auprès du docteur Ilyes Barli, qui a développé un protocole hybride orthomoléculaire face au cancer. Et c'est un truc juste incroyable. Et ça reprend scientifiquement, avec les mots scientifiques, ce que je partage dans le parcours solide.
Ça complète. C'est vraiment l'aspect scientifique. C'est vrai que moi, j'ai ce problème-là, je sais pas si c'est un problème, mais je suis très spirituelle, perchée, et j'ai pas cet aspect intellectuel pour expliquer les choses de manière structurée. C'est ce qui te manquait et peut-être, et puisque tu es aussi conférencière, hein, tu interviens pour justement expliquer ton parcours sur le handicap, mais en même temps sur ce que tu as mis en place avec la méthode solide et avec ton parcours de PNL, d'hypnose. Je trouvais intéressant ce que tu venais de dire par rapport au fait qu'en fin de vie, de ce que j'en ai perçu moi, c'est que les gens sont plus ouverts peut-être à ce genre de pratiques sur les derniers moments puisque, il y a plus de superficiel en fait. Oui, il y a plus de superficiel, puis j'ai envie de dire, ils ont plus que ça. Je me rappelle, quand mon père, il avait commencé les chimios, la radiothérapie, ça prenait pas, et je lui avais suggéré d'aller vers la kiné, de faire de l'hypnose. Puis je lui avais dit: «De toute façon, tu quoi à perdre à part la vie?» Il m'a dit: «Ouais, c'est vrai, tu raison». Puis du coup, il avait entamé des séances de kiné, il avait fait de l'hypnose et ses métastases avaient diminué. Mais après, il a arrêté, donc la maladie a repris le dessus. Il était hospitalisé de temps en temps ou il était le plus souvent à la maison? Les derniers temps, il a fait plusieurs crises respiratoires, détresse respiratoire, passé des moments hospitalisés, ouais. Tu habites en Suisse, donc vous avez plus de possibilités que nous en France de l'aide à mourir. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, il en a parlé ou Oui, il en avait parlé parce qu'il avait un autre ami qui avait aussi un cancer. Il avait préparé son dossier pour être inscrit à l'association qui s'appelle Exit, mais il l'avait pas mis en place. Puis ça coûte une certaine somme, je crois que ça coûte dans les 4 000 €. Donc, D'accord, OK. C'est pas, je sonne à la porte et puis je rentre et je remplis un dossier, c'est plus compliqué que ça, on le sait, ouais, hein. Est-ce qu'à ce moment-là, dans cette période justement de fin de vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise ou qu'on appuie ou qu'on te soutienne davantage pendant ces temps-là? Est-ce qu'il y a eu des regrets, des non-dits, des besoins, de la culpabilité qui t'a manqué? Même préparer éventuellement la cérémonie, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse exister pour se préparer à ça. La première perte, le premier deuil familial, c'était avec mon grand-père et moi je l'ai vécu avec lui en observant comment ça se passait, l'organisation d'une cérémonie, le deuil, pouvoir aller voir le corps ou pas, et ça j'ai vécu avec mon grand-père. Non, je crois pas que j'ai eu besoin parce que je suis assez autonome et consciente à ce niveau-là, donc non, je crois pas. Mais peut-être vis-à-vis de ma sœur parce qu'elle, je sais qu'elle a ce côté-là de mon père de pas aller plonger dans ses émotions et de les exprimer, et je sais que peut-être pour elle, ça aurait été après, j'aurais aussi très bien pu lui proposer, je suis sa sœur, puis on s'entend super bien. Non, pas pour moi personnellement. J'ai plus d'accord. comme je t'ai dit au début, tu vois, j'ai voulu aussi le vivre brut, voir Ouais. plonger dedans. Aujourd'hui, quel genre de rituel ou de petit hommage aimerais-tu réserver à la mémoire de ton père? Tu dis si j'ai mis un rituel en place ou quelque chose, Oui. pour le Comme, par exemple, j'ai des gens autour de moi qui aujourd'hui suite au départ, au passage, ont décidé de travailler sur leurs directives anticipées, sur, où est-ce qu'il y aura le caveau, voilà, ça a fait une sorte de choc, et ce qui fait que, ils ont mis en place aussi un rituel, ou un hommage en allant régulièrement, au cimetière. Ouais, moi, il y a quelque chose que j'aimerais mettre en place, ça c'est pas encore fait, c'est que j'aimerais bien avoir un objet de lui pour me rappeler de lui en fait. Il a travaillé pendant plus de 20 ans dans une entreprise horlogère, il avait plein de montres et je sais que j'aimerais une ou deux montres. Alors voilà, bon, c'était des montres d'homme, alors ça va me faire un énorme truc sur mes petits poignets, mais mais j'aimerais bien, ça faut que je regarde encore avec ma maman, ou aussi ça fait un peu cliché, mais il avait aussi beaucoup de couteaux suisses et j'aimerais aussi en avoir un ou 2 parce que c'est quand même vachement pratique. Donc ouais, ça serait ouais, vraiment au niveau matériel, j'aimerais encore avoir des trucs, ça faut À que lui. ouais, des Ouais, trucs à lui. c'est honorer le lien que vous aviez aussi, ensemble. Ouais. À travers ton podcast, on va en parler aujourd'hui parce que tu es podcasteuse comme moi. Ton podcast s'appelle Plaisir et handicap. Dans ces épisodes, tu as ouvert des espaces un peu particuliers où pour moi la vulnérabilité devient vraiment une force, et où ton corps, ou le corps en général, même fragilisé, reste un lieu de vie, de relation et de plaisir. Et voilà, je voulais dire surtout aux auditeurs et aux auditrices que si vous accompagnez un proche, vous vivez avec un handicap, ou un proche avec un handicap, et si vous cherchez
des repères même doux, ça n'a pas l'air comme ça parce qu'on est sur un sujet un peu plus difficile. Si vous cherchez des repères plus doux pour traverser les transitions de vie, le podcast de Vanessa est aussi une ressource précieuse, autant que le mien. Merci pour ce podcast que vous retrouverez sur toutes les plateformes aujourd'hui, donc plaisir et handicap. Merci Vanessa, merci pour tes mots et puis tes petits silences aussi. C'était important. Ce que tu nous as partagé aujourd'hui, ça me rappelle moi une chose essentielle, c'est que le lien ne s'arrête pas avec la fin de vie. Il change juste de forme et comme je l'ai dit déjà dans mes 60 derniers épisodes dans la série des 60, quand on est à travers un souvenir, un geste, une phrase qui revient, quand on l'attend pas spécialement, cette présence intérieure, elle continue de nous accompagner et elle est souvent extraordinaire. En tout cas, merci. Et si vous nous écoutez et que vous traversez vous aussi un deuil, c'est important de le dire, prenez vraiment ce moment comme une permission. Qu'est-ce que tu en penses ? T'as parfaitement résumé cette situation et cette période qui est très particulière. Et moi, j'aimerais dire aussi aux auditeurs de Sweet Papi Podcast, et s'ils sont déjà abonnés, ils te connaissent. Mais pour les nouveaux, que tu es vraiment une ressource unique dans ce domaine-là. Et je les invite à s'abonner au podcast, mais aussi à la newsletter. T'as une newsletter, sauf erreur. Ouais, j'ai une newsletter. Voilà, dans laquelle tu partages tes ressources et que t'es vraiment la personne adéquate pour ce genre d'accompagnement parce que tu as cette sensibilité et tu as aussi cette franchise qui est nécessaire dans des moments aussi intimes. Donc, ça fait. Ouais. Merci. Voilà. Merci. Et je vous invite, comme disait Vanessa, à venir découvrir l'univers de Sweet Papi. C'est un espace qui accompagne, qui aime, qui soutient et qui continue avec tout ça à tisser les liens depuis la perte d'autonomie et maintenant jusqu'au deuil, cinquième saison. Et puis, une chose très importante, et ça, je fais toujours attention avec Vanessa aussi, prendre soin de soi. C'est très important. C'est très, très important. Voilà. Prendre soin de soi dans ces moments-là, comme dans tous les moments. La douceur est parfois la forme la plus solide de l'amour. Et je pense que nos pères nous regardent et nous voient évoluer et s'attendent à ce qu'on soit solide. Oui, exactement. À ce qu'on soit solide. Merci mille fois Vanessa et à très très bientôt. On se rejoint dans notre univers très très bientôt toutes les deux. Ciao. Merci Anne, merci, ciao. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papi Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.